Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être ici pour partager avec vous une réflexion issue de mon livre L'art de manager avec l'IA. Alors, dans un salon d'innovation comme celui-ci, on vous parle beaucoup de produits, de promesses techniques, d'outils. Moi, je vais vous parler de nous, les humains, derrière ces outils, et de ce que ça peut représenter aujourd'hui d'intégrer une IA dans une entreprise. Avant même de parler d'IA, c'est quand même important de se rendre compte du contexte dans lequel elle arrive. Le monde du travail a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a plusieurs dimensions qui façonnaient, qui structuraient le monde du travail, qui sont en pleine redéfinition. On va en citer quelques-unes. On va prendre le lieu du travail, le fameux « je vais au bureau ». Avec l'essor de télétravail ces dernières années, notamment au sein des fonctions support, le « je vais au bureau » ne va plus de soi. Donc on se repose la question de la nécessité même de l'espace physique. Et ça a remis en cause, dans certaines entreprises, plusieurs décennies de culture de présentéisme. On va prendre le temps au travail. Le temps au travail, lui aussi, est rediscuté, si l'on en croit les débats croissants autour de la semaine de 4 jours, toutes les questions autour de l'équilibre aux vies personnelles et vie professionnelle. Les liens hiérarchiques, eux aussi, sont bousculés. Aujourd'hui, les entreprises, faut que j'arrête de bouger, c'est ça? Vous entendez pas? On dit oh, ok. Donc je reste statique. Je disais, les liens hiérarchiques sont aussi bousculés. Aujourd'hui, les entreprises accueillent jusqu'à 4 générations, chacune avec ses repères, ses dynamiques, ses attentes. Et donc, tout ça crée des opportunités, évidemment, mais aussi des terres de repères, notamment pour les managers sur qui pèsent de plus en plus d'attentes. Il y a beaucoup de questions, managers eux-mêmes. Comment est-ce qu'on arrive à manager efficacement une équipe à distance? Comment est-ce qu'on arrive à s'adapter à des horaires flexibles tout en maintenant la productivité? Comment est-ce qu'on arrive à naviguer dans un paysage intergénérationnel en relevant les défis, notamment de la transmission des compétences? Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'arrive l'IA, rajoutant sa couche de complexité, mais aussi son lot d'opportunités. Alors, je vais peut-être me présenter quand même. Donc, moi, je suis Linda Mocky. Alors, je suis ingénieure. Jusqu'au 1er avril dernier, j'étais cadre supérieur au sein de la SNCF. Grand groupe formidable chez qui j'ai exercé plusieurs fonctions de leadership dans des domaines très variés, la production ferroviaire, les systèmes d'information voyageurs, la relation client, les ressources humaines également. Et depuis, je co-crée avec cet homme qui le prend le poteau, qui s'appelle Karine Bézic, 2 initiatives pour œuvrer pour plus d'équilibre dans cette société. Une initiative qui s'appelle Sororama, qui œuvre pour plus d'équilibre entre les femmes et les hommes, pour créer les conditions où chacune et chacun peut exprimer son plein potentiel, et Paradigme pour équilibrer les enjeux économiques, les enjeux humains et les enjeux de performance au global. Et c'est dans ce cadre-là que je coécris le livre L'art de manager avec l'IA. Je dis je coécris parce que je ne l'écris pas seul, je l'écris avec un monsieur qui s'appelle Jean-Christophe Varlis, qui n'est pas là aujourd'hui, et qui est cofondateur de l'Institut français de l'Appreciative Inquiry. L'Appreciative Inquiry, c'est la méthode de conduite du changement qu'on a choisi de évoquer dans le livre, justement pour accompagner l'intégration. Vous en direz un peu plus sur la méthode tout à l'heure. Alors juste pour vous dire pourquoi ce livre et quelle est la thèse du livre. En fait, ce livre est né d'une conviction partagée. L'intégration de l'IA dans une entreprise, c'est avant tout un enjeu humain, managérial et culturel. C'est-à-dire qu'il ne va pas suffire d'adopter des outils performants pour faire en sorte que l'IA fonctionne. Il va falloir renforcer notre façon de manager, notre façon de coopérer, notre façon d'innover, notre façon d'apprendre. On entend partout, l'IA va optimiser, l'IA va automatiser, l'IA va me faire gagner du temps. La vraie question, selon moi en tout cas, c'est celle que moi je me pose. Qu'est-ce qu'on va faire de ce temps gagné?
Est-ce qu'on va continuer à faire toujours plus de la même chose ou est-ce qu'on va en profiter pour repenser notre conception même de la productivité, de l'efficacité et peut-être en profiter pour prendre un virage, pour injecter dans notre quotidien plus de liens, plus de sens, plus d'intelligence collective. En tout cas, c'est ce qu'on se propose d'explorer dans le cadre de ce livre-là. Ou concrètement, on voulait offrir particulièrement aux managers, vous l'aurez pris, trois choses. La première, c'est une grille de lecture humaine des enjeux d'intégration de l'IA en entreprise. La deuxième, c'est une méthode, l'appréciative inquiry, et j'y reviendrai, pour accompagner les équipes. Et la troisième, c'est des voix multiples de dirigeants, de managers, de penseurs qui nous partagent à ce moment d'histoire, parce que dans certaines entreprises, c'est tout début de l'intégration de l'IA, à ce moment d'histoire, quelle est leur expérience sur le sujet, leurs apprentissages, leurs doutes et leurs questions. Ce que je vous propose d'explorer ensemble, c'est on va naviguer un peu dans les parties du livre et il y a un certain nombre d'éléments qui vont sans doute vous évoquer des choses et on aura l'occasion d'en échanger après dans vos questions. Donc la partie 1, en partie 1 du livre, on se propose de décrypter 5 grands enjeux humains de l'intégration de l'IA. Parce que me présenter tous les produits qu'on veut, tous les outils qu'on veut, et on peut se dire c'est super, l'IA va nous aider à faire tout d'apporfose. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que ça va changer concrètement, en fait, pour nous, pour nos équipes, pour nos métiers. Et donc, au travers de ces 5 grands enjeux, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'explorer, alors non seulement les défis, parce qu'il y en a, mais aussi les opportunités. Parce que ma conviction, c'est que c'est entre nos mains, peut-être, de transformer ces mutations en levier positif pour nos organisations. Et donc là, vous les voyez, hein, les 5 grands enjeux, les enjeux d'employabilité, les enjeux d'accélération de l'innovation, de développement de la coopération, les enjeux de sens et les enjeux éthiques. Ce qui est important de dire aussi, et ça c'est ma conviction, c'est que à chacune de ces étapes, le rôle du manager est clé. Le manager peut maximiser les chances de réussite de l'intégration de l'IA en accompagnant ses équipes, en donnant du sens et en s'assurant à chacune des étapes que les outils répondent non seulement aux besoins, mais aussi aux valeurs humaines. Donc là, je vous propose de commencer par la navigation au travers des enjeux. Alors tout d'abord, l'employabilité des salariés dans un monde qui change. Alors on nous dit, l'IA va automatiser les tâches simples, les tâches routinières. Ok, bon, ça ne nous garantit pas que les personnes vont pouvoir naturellement se repositionner sur les fonctions plus complexes qui restent. Ça pose quand même un certain nombre de défis. Le premier défi, c'est de préparer nos équipes au rôle de demain. Ça veut dire quoi, préparer nos équipes? Ça veut dire cartographier les compétences existantes, identifier potentiellement les compétences transposables et, quand il n'y en a pas, accompagner les équipes à transformer leurs compétences. Ça suppose quand même d'investir massivement dans la formation. On a des salariés qui sont plus vulnérables. Parce que moi, j'appelais dans mon jargon les salariés à faible employabilité. Voilà, dans les organisations, on a des salariés qui occupent des fonctions simples, qui sont des salariés à faible employabilité. Et bien ceux-là, ils n'ont pas forcément ni la vocation, ni l'envie, ni la capacité, malheureusement, de se réinventer sur des fonctions technologiques ou des fonctions plus complexes. Donc pour cela spécifiquement, il va falloir un plan d'accompagnement assez précis. Et puis enfin, si on se parle de conduite du changement, il va falloir conduire tout ce changement sans aggraver les fractures qui existent déjà, les fractures qu'elles soient numériques, sociales ou générationnelles. Si on arrive à relever ces défis, il y a évidemment des opportunités. On nous dit qu'on a gagné du temps. Du coup, ce temps-là, il peut nous ouvrir l'opportunité de s'investir sur des fonctions à plus forte valeur ajoutée. Ça peut effectivement nous nourrir.
il y a l'opportunité aussi de renforcer l'employabilité des talents en les requalifiant, en ouvrant la porte à de nouveaux métiers, en leur laissant le temps justement de s'investir dans l'information. Donc il y a des opportunités. Maintenant, la clé, c'est une transition juste et inclusive où l'entreprise joue son rôle de cadre, de garant, pour faire que l'IA soit un levier d'évolution et non pas un facteur d'exclusion. Mais ça, c'est un choix. C'est un choix et c'est une stratégie. Une fois qu'on a pris soin des compétences, on peut s'attaquer à un deuxième enjeu important qui est l'enjeu d'accélération de l'innovation. Et ça, c'est pareil, il y a un champ immense sur l'accélération de l'innovation, mais cette accélération, elle ne va pas de soi. Il y a un certain nombre de défis à relever. Le premier défi qu'on identifie, c'est le fait de développer une culture d'innovation agile, où les équipes peuvent expérimenter, peuvent apprendre sans craindre l'échec. Je prends un exemple, je viens de l'entreprise qui culturellement a une histoire très très forte, et une histoire hiérarchique très forte. Quand on a une culture hiérarchique, c'est pas forcément simple de passer comme ça en claquant des doigts une culture d'innovation. Ça se prépare, le droit à l'erreur, toute cette culture-là, en fait, elle se met en place stratégiquement. Donc, pour pouvoir profiter pleinement d'une IA qui vient accélérer l'innovation, il faut déjà que les équipes soient très culturellement assez. Le deuxième défi, parce que ça coûte pas rien d'intégrer une IA, c'est d'être capable de mobiliser les investissements nécessaires. Ça coûte d'outils, aussi bien d'un point de vue technologique, d'un point de vue financier évidemment, mais d'un point de vue humain aussi. Parce que pour intégrer l'IA, il faut s'assurer d'avoir une base de données solide, faut s'assurer d'avoir une base de données propre, et pour ça, ça demande beaucoup d'investissements humains. Et enfin, surmonter la résistance au changement. On peut s'imaginer que c'est évident, évidemment, il y a de la résistance au changement quand on conduit des transformations, d'autant plus quand il s'agit d'un sujet clivant comme l'IA. Là, on a une résistance au changement qui peut être très forte et qui peut briser, en tout cas pendant les périodes de transition, la créativité. Si on relève ces défis, les opportunités sont immenses. On peut accélérer le développement de nouveaux produits, de nouveaux services en réduisant le temps mis sur le marché. On peut mieux prédire les tendances du marché, ce qui nous permet de mieux s'adapter aux besoins des clients. On peut aussi, via des outils mixés au Lean Six Sigma pour les entreprises industrielles, par exemple, optimiser les processus internes, ce qui permet de gagner en réactivité, en qualité, en efficacité. L'enjeu, du point de vue de l'innovation, l'enjeu pour les entreprises, c'est d'intégrer l'IA non pas comme un outil, mais comme un levier stratégique pour repenser la capacité d'innovation des organisations. Un autre enjeu qui est important, parce que sans coopération, il n'y a pas d'innovation, c'est effectivement développer la capacité de coopération. Comment est-ce que on s'assure qu'en intégrant l'IA, on continue à nourrir des liens de qualité, on continue à nourrir cette capacité à créer de l'intelligence collective. Ça, pour ça, c'est pareil, ça peut créer des opportunités, mais il y a un certain nombre de défis qu'il faut surmonter. D'abord, il faut essayer de maintenir, voire de renforcer une culture de travail harmonieuse et inclusive. Pourquoi ? Parce que intégrer l'IA, ça peut ramener un certain nombre de frictions. Les biais algorithmiques, les processus automatisés. Si on a déjà une culture du travail qui est pas suffisamment harmonieuse, ça peut mettre des tensions supplémentaires. Donc ça, faut l'avoir bien à l'esprit avant d'intégrer une IA. Un défi qui est souvent sous-estimé, c'est la capacité des employés à adopter les outils collaboratifs. On va mettre aujourd'hui, on peut faire des comptes rendus automatisés. On a des salariés qui savent à peine utiliser Teams. Ça, il faut se rendre compte. Aujourd'hui, on a une vraie fracture numérique en fait dans les entreprises. Donc, pour tirer la pleine puissance des outils qui sont effectivement puissants, il va falloir quand même prendre en compte qu'on n'est pas tous au même niveau dans l'acceptation déjà et puis dans l'utilisation de ces outils collaboratifs. Et enfin, quand on se parle de coopération, effectivement, on pense à la coopération entre êtres humains. Il y a une coopération qui va falloir structurer, c'est la coopération homme-machine.
C'est-à-dire de la même manière qu'on va processer l'intelligence collective au sein d'une entreprise, il va falloir se dire quel est le périmètre de responsabilité de la machine et de l'homme, de façon à ce que la collaboration soit fluide et qu'elle produise des résultats de qualité. Les opportunités pour le pro, elles sont immenses. Le fameux serpent de mer dans les entreprises de services qui ne se parlent pas, d'informations qui ne se transmettent pas correctement. Aujourd'hui, effectivement, on a des outils qui peuvent améliorer la collaboration interfonctionnelle, fluidifier les échanges entre services, casser les silos. Donc ça, c'est une vraie plus-value que peut apporter l'IA. L'IA peut aussi faciliter le partage de connaissances en temps réel. Et donc aussi répondre à une problématique que les entreprises ont, qui est de comment est-ce qu'on arrive à acquérir l'expertise facilement. Donc là, ça permet effectivement d'organiser cette transmission de compétences et d'expertise. Et enfin, j'y reviens, on se dit ça fait gagner du temps. Ok, super, ça fait gagner du temps, mais du coup, si on le redistribue correctement, ça peut renforcer les liens d'équipe. Si on organise ces liens d'équipe de façon à nourrir des liens de qualité et des liens plus stratégiques. Donc, pareil pour la capacité de coopération, c'est une stratégie à avoir. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pas laisser l'IA piloter nos interactions, mais plutôt faire en sorte que l'IA amplifie ce qui fait la force des collectifs. C'est-à-dire la qualité des liens, la capacité de co-construire, l'intelligence collective. Voir tout ça nous amène à une question plus intime, qui est la question du sens. Pourquoi est-ce qu'il se lève le matin? Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous donne envie de nous investir? Et la question qu'on se pose là, c'est qu'est-ce que l'IA nous laisse de notre espace d'expression de soi, de construction, de façon de nourrir le sens au travail? Ça, il faut l'organiser, il faut se la poser, cette question-là. Parce que si on trouve pas cet équilibre entre automatisation et préservation de la dimension humaine au travail, ça peut, en fait, casser cette capacité à se construire soi au travail, cette capacité de s'accomplir. Il y a aussi le défi de maintenir le sens, et notamment pour les managers. Continuer à donner le sens malgré le fait que le monde du travail bouge énormément, malgré le fait que les repères se déplacent. Donc c'est absolument essentiel, mais il faut aussi donner les moyens aux managers de continuer à le faire. Et enfin, il y a un enjeu qui est assez important quand même, c'est laisser la place à la créativité humaine. Barré d'innovation tout à l'heure. Aujourd'hui, on a quand même, moi j'en tenais autour de moi, qui le premier réflexe quand il s'agit de partir de la page blanche, c'est d'aller prompter sur ChatGPT pour avoir une première version sur laquelle on va construire. Là, demain, si on n'a pas d'espace de créativité sans IA, ça peut poser un réel problème. Déjà du point de vue d'innovation, parce que du coup, on part toujours d'un modèle un modèle probabiliste qui se repose sur le passé, quid de la projection dans l'avenir. Mais aussi, la créativité humaine, c'est quand même un levier de motivation et de construction qui est extrêmement important. Donc, comment est-ce qu'on s'organise pour créer des espaces sans IA? Et les opportunités, il y a aussi du point de vue du sens et de la réalisation de soi, c'est plus le temps de se recentrer. Si on fait plus des tâches répétitives et routinières et qu'on peut se recentrer sur des tâches à plus forte valeur humaine, ça peut nourrir ce besoin d'accomplissement. On a des IA aujourd'hui qui permettent de personnaliser le parcours professionnel, en lien avec nos talents naturels, nos besoins, nos envies. Donc ça peut aussi nourrir la satisfaction au travail. Et enfin, un point dont on parle pas beaucoup, mais qui concerne d'ailleurs pas que les fonctions support, qui concerne tous les métiers, c'est que certaines IA vont améliorer les conditions de travail en réduisant la pénibilité, qu'elle soit physique ou mentale, de certaines tâches lourdes. Ça, clairement, ça peut améliorer la capacité à se satisfaire de son travail. Donc, l'enjeu pour les entreprises sur cette thématique-là, c'est vraiment de garantir dans sa stratégie d'intégration de l'IA que le travail reste un espace de construction de soi et d'accomplissement. On ne peut pas parler
de tous ces sujets-là, sans parler d'enjeux éthiques, évidemment. Sur cette thématique-là, en fait, intégrer l'IA sans réfléchir aux discriminations, à la responsabilité, aux impacts sociaux et environnementaux, c'est prendre le risque de tout perdre. En fait, prendre le risque de perdre la confiance, la légitimité et à terme la performance. Donc évidemment, ça, je vais pas aller dans le détail. Je pense que vous en avez entendu parler toute la journée, mais le défi, c'est les biais algorithmiques, les discriminations, c'est la protection des données sensibles, que ce soit des employés ou des clients. Et c'est tout le sujet de la responsabilité, et notamment, je parle sociale, mais notamment environnementale. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on a des entreprises qui s'affichent comme préservant leur empreinte carbone. Intégrer une IA sans prendre en compte cette thématique-là, ça peut être une erreur assez grave. Les opportunités, et moi je viens d'un euro où on commence à réfléchir justement sur ces sujets-là, c'est de développer une vraie culture éthique dans l'entreprise, en développant notamment l'esprit critique de tous les collaborateurs à tous les niveaux. Parce que l'esprit critique, c'est une compétence humaine différenciante qui va nous permettre d'intégrer l'IA correctement. Et en fait, la réelle opportunité pour les entreprises, c'est de se positionner du point de vue de la marque employeur comme étant un leader responsable, parce que non seulement ça va attirer des talents, mais ça va aussi attirer des clients, des investisseurs. Donc, ça peut être une opportunité pour les entreprises qui prennent ce virage. On a balayé les 5 enjeux, vous l'avez vu, ils sont tous liés. Et la vraie question qui se pose pour les entreprises, pour les managers, pour les équipes, c'est comment est-ce qu'on a envie de travailler demain, en fait. Comment est-ce qu'on a envie de travailler demain? Est-ce qu'on a envie de continuer comme on le fait aujourd'hui, ou est-ce qu'on a envie de réinventer notre façon de travailler plus performante, mais aussi plus humaine? Vous voyez, ce sujet d'équilibre, performance, humanité. Et honnêtement, dans certaines cultures d'entreprise, sans prendre ce virage-là, on va droit qu'il y. Alors peut-être un mot sur la méthode. Qui connaît l'appreciative inquiry? Si. Oh! Alors, je suis surprise. Alors, l'appreciative inquiry, c'est une méthode de conduite du changement qui nous vient des États-Unis, qui a été créée dans les années 80 et qui part d'un postulat qui est très simple. Pour changer, plutôt que de partir des problèmes, partons plutôt de ce qui fait réussite d'une équipe, d'une organisation, d'une entreprise et amplifions. Donc, on est vraiment sur une méthode qui est un peu inversée par rapport aux approches traditionnelles. Donc, alors pour la petite histoire, juste vous raconter un peu la genèse du livre. C'est l'effet miroir entre IA, intelligence artificielle, et AI, appreciative inquiry, qui était à l'origine de ce livre-là. C'est de se dire, plus on aura d'IA, plus on aura besoin de conversation, de liens, de collectifs pour quelque part ralentir cette accélération. Et donc c'est comme si l'IA et l'AI étaient les deux faces d'une même pièce. L'une accélère, l'autre humanise. Donc c'est vraiment le postulat de base. Et concrètement, par rapport à une approche traditionnelle, alors moi je sais du Lean Six Sigma aussi, donc une approche traditionnelle, on repère des problèmes, on en identifie les causes, on trouve des solutions et on résout les problèmes. L'AI part d'une autre approche, c'est-à-dire qu'on part pas du problème. Ça part du principe que toute équipe, toute organisation, toute entreprise qui vit, qui fonctionne, c'est qu'il y a un noyau positif sur lequel qui fait en fait la réussite de ce collectif-là. Donc on va aller, c'est le point de départ, on va aller explorer ce noyau positif, ce qui donne force, ce qui donne vie à l'équipe, et on va aller jusqu'au plan d'action. Alors c'est une méthode très structurée aussi, les mots décrire les étapes. C'est une méthode qui est très processée, c'est pas juste un état d'esprit, même si effectivement via l'appreciative inquiry, c'est aussi d'un point de vue managérial par exemple, c'est aussi une posture. Mais là, dans ce cadre-là, c'est une méthode qui est très structurée. Du point de vue de l'intégration de l'IA, par exemple, ce serait se poser la question, où est-ce que l'IA et l'homme se renforcent? Qu'est-ce qui, dans l'organisation, dans l'entreprise, crée énergie et confiance? On part de ces questions-là pour bâtir le futur désir. Et donc, les 5 étapes, on appelle les 5D,
La première, c'est définition. Donc définition, en fait, définir l'objet d'exploration, donc tout ce qu'on a envie de transformer. Découverte, on va aller justement identifier ce qui fait les fiertés, ce qui fait les forces du collectif. Devenir, on va se projeter sur l'état désiré, ou ce qu'on appelle en anglais le dream, c'est-à-dire qu'on va se projeter sur l'ambition qu'on a collectivement. Décision, qu'on va choisir les actions concrètes pour y aller. On est pour le coup sur un plan d'action traditionnel. Et déploiement, c'est peut-être ce qui change aussi avec la Appreciative Employery par rapport à une méthode traditionnelle, c'est que toute la phase de déploiement, on va aller ancrer les transformations et on va injecter de l'énergie pour continuer à avancer. Et vous l'aurez compris, injecter de l'énergie quand on part des forces des fiertés, c'est quand même beaucoup plus simple que quand on part des problèmes. Donc, pourquoi est-ce qu'on choisit l'Appreciative Employery? Parce que dans ce cadre-là, alors l'Appreciative Employery, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon je pourrais en parler des heures, mais c'est une méthode qui est très collective. C'est-à-dire que ça part du principe, d'ailleurs, dans certaines entreprises, vous ne pourrez pas faire d'Appreciative Employery puisque le codir va s'emparer de la méthode, il va mettre un gros projet, le gros projet va travailler tout seul. L'AI demande à ce que toutes les parties prenantes soient impliquées. Il faut déjà une certaine culture. Pour le faire. Mais c'est extrêmement important, dans le cadre de l'intégration de l'IA, que toutes les parties prenantes co-construisent l'avenir. Et d'où le choix de l'Appreciative Employery. Et enfin, la partie 3 du livre, évidemment, c'est des managers, des dirigeants, des penseurs qui disent la façon dont ils voient l'intégration de l'IA aujourd'hui. Alors certains le voient comme un défi, d'autres en ont peur, d'autres disent aussi que c'est le miroir de la limite de l'être humain. On a des approches qui sont très différentes. On a des personnes qui viennent d'univers très différents. On a des gens d'Engie, on a le DRH du groupe SNCF, on a le Crédit Agricole. Enfin, on a des cultures d'entreprise qui sont très différentes. Et je trouve que c'est important à ce moment de l'histoire quand même d'avoir ces voix multiples. Qui seront plus les mêmes voix dans 6 mois, qui seront plus les mêmes voix dans quelques années, mais en tout cas à ce moment de l'histoire c'est intéressant, et notamment pour les managers qui vont s'approprier ce livre-là, de voir quelles sont les approches qui sont adoptées dans des entreprises de culture différentes. Je ne regarde pas du tout l'heure, donc ça se trouve je suis très en retard. Si je devais vous laisser 3 messages. Le premier, c'est que je pense que, j'espère que vous l'aurez compris au travers de ce que je vous ai dit. L'IA, c'est un outil. C'est pas une stratégie. Et c'est extrêmement important que les entreprises comprennent ça. L'IA, ça reste un outil et c'est à nous de faire en sorte que ce soit un outil au service des femmes et des hommes et non pas l'inverse. Le manager, il a une place centrale. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Parce que sur un manager peut être beaucoup de choses. Ça veut dire que le manager doit être accompagné pour être en capacité d'être suffisamment solide dans une transformation pareille et pour être suffisamment en capacité de construire le sens avec ses équipes. Parce que c'est ça qui va permettre de lever les résistances et d'aller vers un avenir qui ait du sens pour les équipes et qui ait du sens évidemment pour le business que l'entreprise. Et plus l'IA progresse, plus on aura besoin de liens, de conversations, d'éthique, parce que c'est ce qui va permettre de pas rentrer dans une accélération digitale. J'en parlais avec une collègue il y a quelques semaines qui me dit aujourd'hui moi je reçois des mails à minuit et on me demande une réponse dans 10 heures demain matin. Aujourd'hui on en est arrêté là parce que effectivement ça a accéléré les mails aussi, ça a accéléré notre façon de travailler, tout est toujours plus urgent. Le risque c'est que si on continue dans cette accélération infinie avec les IA, on a déjà un monde de l'entreprise qui est comme aujourd'hui, parce qu'on se parle de burn-out, de risques psychosociaux, on a quand même un monde de l'entreprise qui va pas toujours très bien. Et donc, à nous, à un moment donné, de prendre ce virage-là et de le prendre pour servir l'humanité. Et demain, alors en fait, j'aimerais que vous repartiez plus avec des questions qu'avec des réponses. C'est, quelle vision on a envie de construire pour demain, collectivement,
quelles sont les compétences qu'on a envie de développer, parce que effectivement, il y a des compétences différenciantes qui font que l'homme, avec un grand H, a des compétences que l'IA n'aura jamais. L'empathie, l'émotion, la capacité à créer du lien, la capacité à construire ensemble, la capacité à se projeter dans l'avenir. Donc, quelles compétences on a envie de renforcer? Je parlais d'esprit critique tout à l'heure. Ça, c'est une véritable stratégie de l'entreprise de renforcer l'esprit critique. Ça n'a pas toujours été la stratégie de l'entreprise. Donc, je pense que l'esprit critique, aujourd'hui, c'est une compétence humaine qui nous permettra d'intégrer l'IA efficacement. Comment garder l'humain au centre, évidemment. Et le mot-clé pour moi, c'est quel équilibre on souhaite cultiver demain. Donc, l'avenir, c'est absolument dangereux de se dire, on a peut-être DSI, notre entreprise, c'est absolument dangereux de se dire que l'avenir sera dessiné par les seuls ex-capos. Il sera dessiné par nous tous, à nous de faire en sorte de poser les bonnes questions et d'adopter les bonnes stratégies. Et on est déjà à la fin. Merci beaucoup. Et juste pour vous dire que ce livre-là, que vous voyez, la première page que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, sera publié par Duno cet automne. Like. Et citations. Merci beaucoup. Mesdames. C'est notre essai. Là, c'est question, ce que je veux parler. La question, est-ce que c'est issu du terrain? C'est-à-dire que vous avez testé ça, est-ce que ça merde de faire? Tout à fait. En fait, je coécris avec Jean-Christophe Paralis, qui est le cofondateur de l'Institut français l'appréciatif et Poirier, qui utilise l'IA dans ce cadre-là. Justement, qui utilise l'appréciatif. L'appréciatif nucléaire dans le cadre de l'intégration unique. Et vous l'avez fait à la SNCF? Alors, pour l'instant, on n'a pas fait à la SNCF. Mais la SNCF, c'est tout ce que je dis là aussi est assez nourri par ce qu'on met en place à la SNCF, parce que l'aspect de co-construction, en fait, on l'a intégré de fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tout un tas, on est au tout début de l'histoire. Et par exemple, on a développé notre chat GPT avec SNCF pour justement protéger nos données, etc. On a délivré une charte éthique et on a tout un tas de groupes de travail qui s'ouvrent juste là maintenant, justement pour commencer à travailler à quel sera l'avenir de la SNCF avec les IA. Quelles sont les IA, dans quelles fonctions, etc. Donc, on commence à l'intégrer dans le cadre du groupe. Sur la question, on a l'impression que pour pouvoir mettre en place déjà la précédente et d'autres cinq aspects que vous évoquez, c'est quand même une certaine culture d'entreprise avant de pouvoir mettre ces aspects-là de manière opérationnelle. Oui, qu'est-ce qu'il y a déjà avant de pouvoir attaquer directement avec la précédente priorité? Est-ce qu'il n'y a pas déjà des étapes avant pour ou un terreau fertile ou des conditions pour pouvoir mettre en place? Tout à fait. C'est une excellente question. Que ce soit d'ailleurs pour intégrer l'IA ou parce qu'on utilise la précédente priorité dans tout un tas de situations de transformation, il y avait des entreprises dans lesquelles on peut, avec l'AI, clairement. Il faut des prérequis. D'ailleurs, dans le livre, on développe quels sont les prérequis pour intégrer l'IA avec l'AI. Parce que sans prérequis, on peut pas y aller. Typiquement, c'est-à-dire que la phase définition, on la construit avec le codir. Si on a un codir qui nous dit, typiquement, moi, en fait, je veux pas que ça redescende jusqu'en bas, on prend mon pays et le repart. Ce n'est pas possible, en fait. L'AI, de fait, c'est un processus connectif qui redescend jusqu'à la dernière strate. Donc effectivement, il faut une culture. Donc certaines entreprises parfois sont prêtes à entendre qu'elles n'ont pas le terreau fertile et qu'elles doivent être accompagnées en amont pour justement opérer cette transformation de culture. Et là, il n'y a pas de problème. On transforme la culture avant d'intégrer une AI. Mais quand c'est pas le cas, l'AI ne donnera pas de résultat. Mais une question que c'est sur ça revient un petit peu à ça, c'est pas en fait quelle est la cartographie, comment elle est définie avec le codir de ce qu'on va faire, ça j'y entend. Après, la question que j'ai posée, vous avez dit que il y avait une démarche qui est classique, qui est plus la colonne de gauche, Sigma, Lean, etc. Comment vous faites pour développer l'AI quand vous êtes dans des entreprises qui sont déjà dotées de systèmes comme ça, qui sont pas sur la même approche, vous faites? Pas de problème. Moi, je l'ai fait. En fait, moi, j'ai déployé l'AI au sein du groupe SNCF, chez qui le Lean Six Sigma est une entreprise industrielle, est très implantée. Ça ne s'oppose pas.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est juste le prisme de départ qui change. Donc, et les vents sont très à l'entendre, c'est-à-dire, ce qui est important. On va passer la parole, continue les deux en parallèle. Alors ça dépend des sujets. Il y a des sujets, et dans mon expérience, là, je n'engage que mon expérience. Il y a certains sujets qui vont aller très vite. Le Lean Six Sigma est très efficace. Parce que pour le coup, ça ne demande pas quand même un ancrage de la transformation sur le long terme. Et ça peut très bien fonctionner, je l'ai fait. Par contre, sur des projets, et notamment sur le sujet d'intégration de l'IA qui prennent beaucoup de temps, qui intègrent beaucoup de gens, qui transforment la culture sur le long terme, l'AI est plus efficace. Parce que pour le coup, on parle quand même d'énergie du collectif, de fierté. Enfin, on va aller chercher dans le narratif de ce collectif-là pour construire quelque chose sur le long terme. Et le long terme, quand on parle des forces et des fiertés, ça marche quand même mieux que quand on parle des problèmes. Donc, ça s'oppose pas. C'est des outils qu'on met au service de transformation. Jackie, peut-être c'est une remarque. Si je parallèle avec des systèmes d'information, j'ai travaillé pendant 15 ans dans ma tech. Le monstre, la bête noire, c'était la qualité. Système qualité dans lequel on a créé les CR des normes, de bosser les certifications, etc. Et là, j'ai l'impression que le biver, ça passe un petit peu la carrière finale mais on s'est lu un petit peu ce qu'on veut. Et je suis très étonnée de ça sur la France qui crée norme. Ah, ça commence à être élu là, avec il y a Acte, Super X et Génète. Mais on parle vraiment de l'IA humain. Et je pense à une chose qui existe déjà, qui s'appelle Great Place to Work, qui a réussi à gagner des lettres de noblesse en évaluant, pour ceux qui ne le connaissent pas, de BD, d'humanité, de les entreprises par les adhésions des collaborateurs TLM. Et donc, qui donne finalement une liste des entreprises dans lesquelles on dit great. Et je trouve les chances que Great Place to Work pourrait faire partie d'intégrer cette nuance pas, ou même carrément, allons-y, inventons-le, durant votre page. Ouais, ça fait idéal. Elles sont quand même géniales. Tu sais, les boîtes, elles sont clairement affichées comme IA the Sheets ou IA humain. J'en ai vu une idée. Bah, tout à fait, c'est une excellente idée. Et de toute façon, je parlais de régulation, donc effectivement, aujourd'hui, il y a Acte qui régule les chartes éthiques des entreprises. Par contre, effectivement, on pourrait aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a un système de gouvernance à mettre en place. Des comités, on peut imaginer, et je le décris dans le livre, on peut imaginer des comités éthiques à plusieurs niveaux. Au niveau des hautes strates de l'entreprise pour établir la stratégie qui permet d'intégrer l'IA de façon humaine et éthique. Et des comités plus opérationnels au niveau des métiers, par exemple. Mais en tout cas, il y a une gouvernance à structurer de façon à s'assurer que ça respecte les valeurs de l'entreprise. C'est la vraie question. Pourquoi les boîtes avec les IA? Alors certainement les clients, etc. Et moi, j'entends aussi qu'on fait des ressources tombées. Ben, on va dire les gens. Non, mais c'est de pas dire que ça existe pas. On va dire sur la volonté. Bon, voilà. C'est intéressant qu'il y ait un comité éthique. Tout à fait. Ouais. Mais alors dites, que j'ai... Le postulat du livre, c'est de se dire, l'humain ne s'oppose pas à la machine. C'est-à-dire qu'effectivement, on aurait pu se dire, finalement, est-ce que vraiment on a besoin d'intégrer l'IA dans les entreprises? Moi, je pense que oui. Génial. Moi, je pense que oui, parce qu'on peut pas fermer les yeux et se dire, non, ça n'existe pas. À un moment donné, de toute façon, on n'est pas seul. On fait partie d'un écosystème. Et donc, à un moment donné, c'est le business qui prime. Mais il faut qu'on développe des moyens d'être plus efficace, d'être plus performant. La question, c'est jusqu'à vous. On va être plus efficace et plus performant. Et donc, pour moi, c'est vraiment cet équilibre à trouver entre les deux, entre les enjeux de performance et les enjeux. Et ça, c'est une question, c'est une stratégie, c'est une gouvernance à mettre en place. Certaines entreprises en ont très bien conscience, d'autres peut-être un peu moins. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que souvent les grands groupes sont dotés de réflexion sur le sujet. Tu as les moyens de le faire aussi. Comment? Quels sont les moyens de le faire? Parce qu'ils ont les moyens de le faire. Exactement. C'est pour ça que je parle de grands groupes. Les PME, c'est déjà plus compliqué. Donc, eux ont besoin d'être outillés et ils ont besoin aussi d'avoir cette conscience de, ça signifie quoi intégrer l'IA pour moi? Ça signifie quoi pour mes équipes? Ça signifie quoi pour mon avenir et mon positionnement vis-à-vis des autres acteurs du marché?
Et donc, c'est aussi avec ça se passe. Pour rebondir surtout la question de... Oui. Ça c'est quoi le rajout en fait donc Montero et des copies vous remontez mon contenu de c'est peut-être au centre donc de Patient Properties donc Pareil. J'ai dit, c'est ce que je sais pas, je sais pas en termes de statistiques. Je sais juste que quand on va proposer une AI, parfois on fait demi-tour. Hein, parce que la culture est pas 28. comme je dis AI c'est après ça. Pourtant, vous avez choisi plus de travail au lieu de enquête esthétique qui est utilisée aussi. Est-ce que IA et AI ça? Et puis moi j'ai toujours dit AI pour être honnête, j'ai toujours dit Presetting Coyote parce qu'en fait j'ai fait mes armes à l'Institut français de Presetting Coyote et effectivement on a l'enquête appréciative, l'exploration appréciative, l'investigation appréciative. L'autre jour on a entendu ce terme-là. Bon, on a utilisé le terme d'origine, hein, c'est une méthode américaine. Est-ce que dans votre livre ou dans votre recherche, vous examinez aussi l'impact sur les managers et sur leur employabilité? Je pose la question parce que j'écoutais hier un podcast avec Andy Jassy, qui est le CEO d'Amazon. Et lui disait, ce qu'il cherche à faire, c'est réduire le ratio entre manager et employé. Donc, il veut flatten the org chart, que il dit ça. Est-ce que c'est un thème que vous abordez ou vous recherchez? Alors, analyser, c'est peut-être un peu... ce serait peut-être un peu présomptueux de dire ça. J'en parle sous deux spectres. Le premier, c'est que je parle parce que t'en suis et que je suis entourée de managers et que je vois bien, et notamment de middle management, que le middle management n'est pas équipé pour mener ces transformations-là. Donc j'en parle à ce titre-là, c'est-à-dire que c'est pas le maillon de la chaîne qui doit être oublié. Parce que c'est le maillon de la chaîne qui est extrêmement important, qui est en lien avec nos équipes qui produisent et ils doivent être équipés pour transmettre le sens, pour surmonter leur propre résistance, leur propre peur, pour mener cette transformation. Je pars pas du postulat qu'on n'a plus besoin de la nature, au contraire. Donc, pour moi, c'est des architectes de la transformation. Et par contre, effectivement, ce que j'évoque tout au long du livre, c'est que leur rôle va changer. Clairement. Aujourd'hui, et je parle particulièrement du middle management, on a des personnes qui non seulement ne sont pas équipées, mais qui n'ont pas la culture, en fait, de s'adapter à ce nouveau monde. En fait, des cultures très hiérarchiques. En général, ce sont des gens qui venaient du terrain, qui ont grandi sur la base de l'expertise. L'expertise, aujourd'hui, avec l'IA, à faire reposer, en fait, leur légitimité sur l'expertise, ça n'a plus de sens. Et du coup, leur rôle va évoluer. Mais le sujet de se dire, on n'a plus besoin de manager, moi, je le porte pas, en tout cas, au contraire. Ah non, mais pour être clair, lui non plus. Hein, c'est pas l'idée d'éliminer tous les managers, simplement de réduire leur ratio. Ouais. Oui, d'aplatir. Selon les modalités d'Avigny, le manager reste pour extra. L'architecte du sens, c'est tout le c'est simple, hein, c'est tout simplement pour moi, ce sont les personnes référentes qui savent guider leurs équipes par le sens. Moi, j'ai grandi aussi au sein d'une organisation. Je l'ai vécu très différemment en fonction que j'avais un manager qui était capable de porter la vision, capable de porter le sens, et quand le manager n'a pas été capable de le faire. Donc pour moi, c'est pas propre d'ailleurs à l'intégration de l'IA, mais c'est d'autant plus important dans cette période de mutation du monde du travail. Donc ça reste pour moi une figure clé dans le fait de transmettre pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce qui nous attend demain? Qu'est-ce qu'on attend de toi? Quel est mon rôle aujourd'hui? Comment est-ce qu'on construit ensemble? C'est ça pour moi être l'architecte du sens. Et je le redis, en lien avec la question précédente, il va falloir les accompagner. Oui, ou sur cette question du sens. C'est une question. Non, mais oui, les actionnaires. Est-ce que l'ambition, c'est déjà pas d'apposer par rapport au fait des CPA, peut-être les actionnaires quitter? Et si c'est pas cohérent avec ces autres, est-ce que là, c'est le compliqué, les contraintes sont réellement? Oui. C'est ce que j'appelle la stratégie. Et la cohérence, c'est que ça part de là. Mais du coup, c'est au-delà de management, c'est au-delà des strates managériales. Mais pour moi, le dirigeant, même le CEO, est un manager. Oui, et
même le CEO peut être juste un exécuteur de cette gouvernance. Il y a là forcément une autonomie. Bien sûr. En sens. Bien sûr, mais ce que je décris là, ça sera pas le cas par. C'est pas une approche utopiste. C'est plutôt un appel dans certaines organisations. Après, moi, ma conviction intime, je sais pas si vous la partagez, mais ma conviction intime, c'est que ça ne peut pas. C'est juste pas possible. C'est-à-dire qu'on ira droit qu'en mur. On fait les entreprises avec des humains quand même. Et les humains continuent, malgré l'ère de la technologie, continuent à avoir les mêmes besoins d'accomplissement, de sens, de construction de soi, d'empathie, de lien. Et si on ne retrouve plus ça au travail, qu'est-ce qu'on sera? On le voit déjà aujourd'hui. Il y a un vrai sujet de risques psychosociaux parce qu'on a perdu cet espace d'accomplissement. Je pense pas. L'actionnaire a besoin que le business fonctionne. Pour que le business fonctionne, il faut des hommes qui s'accomplissent. C'est une idée. Et ces gens portés dans le sens juste de tarif 2 secondes, c'est on a commencé à appeler les femmes dans les conseils d'administration et postes à décision quand il a été démontré que la diversité des équipes managériales augmentait la productivité de l'entreprise. Il en ira peut-être de même lorsqu'on fera les différences entre une entreprise qui va être même l'urbaniste et les autres. Bon, peut-être attendre ça. L'argument du fait, c'est comparable. Et si je peux réagir à ce point-là, c'est vrai que la posture de l'actionnaire est appuyer l'actionnaire parce qu'il veut justifier ses investissements et donc c'est sûr qu'il y a bon champ financier. Mais il a parlé de quelque chose son auteur. Je sais que je équilibre. Et là, c'est pareil, l'intelligence artificielle doit trouver son équilibre. On peut permettre aux entreprises de gagner en productivité, en qualité, et en mettant à permettre aux collaborateurs de que cet monde de quantité à être et à utiliser. Et c'est dans cet enquêtement-là, j'y attends à générer quelque chose qui sera des alors comme vous êtes sedentaire et honnêtement, c'est les collaborateurs que demain, une entreprise qui fonctionne uniquement avec des produits mathématiques, c'est pas tard, capable d'aller dans un allié proche. C'est moins difficile de dire, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que les deux coexistent et vous pouvez d'autres toi, cette équipe satisfaire d'une bonne taille longue. Ça, c'est une ambition de société. Et si moi, j'ai un coco, et je fais un dadazo français, que ça, ce qu'avec j'ai les robots français des ET, que je casse. Non, mais il y a certains métiers sur lesquels nous travaillons des gros maintenant, les robots, les... C'est banal là. Au point, peut-être pas besoin de mon point, mais il va peut-être, infection,